Alors moi, la question que je me pose quand je vous vois tous là dans la salle, plutôt nombreux d'ailleurs, c'est pourquoi vous êtes là en fait. Parce que le nom de la présentation, moi je le trouve assez flou, je ne suis pas sûr que je serais venu. On sait que ça parle de données personnelles, voilà, mais pas n'importe quelles données, vos données. Et ce pronom possessif, il a beaucoup d'importance, parce qu'on veut parler de ces données qui vous concernent vous, et le pronom possessif décrit la possession de ces données, l'appartenance de ces données à vous-même. C'est-à-dire quand vous avez une voiture, quand cette voiture vous appartient, au-delà du nom qui figure sur la carte grise, cette voiture, je parle de voiture parce que j'aime bien les voitures, cette voiture, vous pouvez la rouler, vous pouvez en user comme vous voulez, vous pouvez la garer où vous voulez, vous pouvez la vendre, vous pouvez la mettre à la casse le jour où vous n'en avez plus besoin. Vous savez toujours où elle est garée, vous savez où elle est. Si demain vous pouvez la prêter, vous pouvez aller rouler sur les routes françaises et vous répondrez au code de la route français. Si demain vous choisissez d'aller en Belgique, vous allez un peu éviter les nids de poules, mais vous allez répondre au code de la route belge. Et également, cette voiture, vous en êtes pleinement responsable. Si vous commettez une infraction, j'en sais quelque chose, vous allez payer à un moment donné. Voilà, tout ça, ça définit cette appartenance de cette voiture vis-à-vis de vous-même. Et on se rend compte que pour les données, ça ne se transcrit pas de cette manière-là, c'est pas exactement la même chose. On ne peut pas dire que parce que ce sont vos données, vous savez où elles sont. Et vous avez bien conscience que vous n'avez pas non plus la possibilité de supprimer ces données comme vous le souhaitez. Enfin, on vous fait croire que si demain vous allez sur Facebook, vous pourrez supprimer votre compte, mais vous n'êtes pas crédible, vous savez très bien que ces données-là, elles seront toujours là quelque part, et vous ne savez même pas où, vous ne savez pas sur quel serveur, dans quel endroit dans le monde, vous ne savez pas à quel droit elles répondent, parce que les données répondent au droit dans le pays dans lequel elles sont. Voilà, donc on se rend bien compte que ça ne marche pas très bien. Donc nous, ce qu'on va tenter d'éclaircir là, c'est pourquoi ce rapport qu'on a vis-à-vis de la possession de ces données, il est différent entre les objets et ces données-là. On a l'impression intuitivement comme ça que ces données, on en a délégué la responsabilité à des entreprises privées, potentiellement mercantiles, des entreprises, mais en tout cas, on n'a pas l'impression d'en être nous responsables de ces données. Bon, après, on ne va pas se leurrer. En vrai, on va quand même vous parler d'une directive européenne, mais bon, comme c'est pas très emballant, on a essayé d'enrober un peu tout ça. Donc, si vous trouvez que c'est pas super motivant, vous pouvez toujours aller sur Facebook. Au moins, l'ironie de la chose nous fera rire. Alors, il y a quelques années de ça, donc quelques dizaines d'années, même vos grands-parents, ils n'étaient pas embêtés avec tous ces problèmes. Leurs données, finalement, c'était du matériel, c'était des papiers, essentiellement, c'était des titres qui étaient stockés dans des coffres-forts. Le coffre-fort, on savait où il était, on savait ce qu'il contenait. Alors évidemment, il était aussi sujet à des aléas naturels, du feu, de vol, etc. Mais les choses étaient beaucoup plus simples. On est arrivé après avec le début de la gestion de... Je ne vais même pas parler d'informatique, mais on a commencé à parler de fichiers, vraiment, d'accumulation de données. Il a fallu... À ce moment-là, quand on commence à collecter des données sur les gens, il a fallu caractériser ce qu'était une donnée personnelle. Pour ça, on va se référer à une loi qui est sortie en 1978, donc c'est pas tout jeune, mais vous allez voir par la suite, elle a encore une certaine utilité. Cette loi, vous la trouverez nommée loi informatique et liberté la plupart du temps. Qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique qu'une donnée personnelle, c'est toute information qui permettra, soit directement, soit en étant liée à une autre information, de revenir à une personne physique. Donc ça va pouvoir être, évidemment, votre nom, votre prénom, c'est trivial, date de naissance, mais aussi numéro de téléphone. Par votre numéro de téléphone, on peut retrouver votre nom par la manière inversée. Numéro de sécurité sociale, comme l'adresse IP, la plaque d'immatriculation, l'email, encore les coordonnées bancaires et même les empreintes digitales. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que la loi de 1978, au-delà de définir ce qu'était une donnée personnelle, de poser les bases de cette définition, elle a dicté des règles concernant le consentement. Pardon. Donc, toutes ces données-là, à partir du moment où elles vont être collectées, vont devoir l'être avec votre autorisation. Et une fois qu'elles seront stockées, on devra vous garantir un accès en consultation et à rectification. Alors pour la petite anecdote, vous allez voir par la suite, c'est assez cocasse. Cette loi, initialement, elle avait été éditée dans le but de protéger le citoyen vis-à-vis de l'État. C'est pas forcément
Donc 78, cette loi. Jusqu'à 95, il ne s'est pas passé grand-chose. On a vécu avec cette loi-là. Elle a permis de bâtir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Jusqu'en 95, donc, et là on rentre dans le dur du sujet, la directive européenne 95-46-CE. Donc entrée en vigueur en 98, elle est basée sur la loi informatique et liberté. Donc comme je vous l'ai dit, cette loi-là, finalement, c'est un peu le texte fondateur de tout ce qui définit actuellement comme règlement, comme loi, et y compris à travers l'Europe, parce que là, c'est l'Europe l'Union européenne qui s'est chargée de protéger vos données, mais même avant ça, cette loi informatique et liberté, elle avait inspiré pas mal de pays individuellement les uns et les autres. Donc on va voir un petit peu au fil de la présentation ce qu'elle fait, mais retenez juste une chose, voilà, elle est finalement la transposition de la loi informatique et liberté au niveau européen. Elle ajoute à ça un article important, l'article 29, qui définit la création d'un groupe de travail européen. Ce groupe de travail, là, son rôle, ça va être de veiller donc, à la bonne application déjà de cette directive, mais surtout aux évolutions qui vont... Parce que déjà, là, Internet, ça commençait à parler aux gens, donc on savait qu'il allait y avoir des bouleversements, des changements, et le rôle de ce G29, ça a été, quand il a été créé, c'était la mission qui a été attribuée, c'était de surveiller les évolutions qui allaient se déclencher sur nos données. Un des gros travaux aussi qu'a mené ce G29, c'était le Safe Harbor en 2000. Donc, la directive sur laquelle on était précédemment indique que les pays qui offrant un niveau de protection égal ou supérieur à ce qu'elle définit, donc les pays évidemment en dehors de l'Europe, hein, offrant un niveau égal ou supérieur, c'était OK. Ils peuvent venir en Europe, ils peuvent dealer, ils peuvent enregistrer des données, ils sont couverts. Pour les autres, vous imaginez bien que les Américains sont offrent un petit peu plus de liberté que les Européens, c'est aussi le cas dans la gestion des données. Pour les autres, donc, on a créé le Safe Harbor, en l'occurrence pour les Américains. Il s'agissait en fait d'un framework sous lequel donc, autour duquel les entreprises pouvaient venir se certifier et qui leur garantissait d'être compliant dans leurs opérations, d'être compliant avec la directive européenne. Coup de théâtre, octobre 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le G29 a invalidé, on ne va pas revenir sur les raisons exactes de ça, il doit y avoir aussi certainement un petit peu de politique derrière tout ça en plus. Toujours est-il que le G29 a invalidé le Safe Harbor. On s'est remis autour de la table, on a rediscuté, on a remis quelques articles à la marge, on a modifié quelques articles à la marge. Bon, on est arrivé à quelque chose qu'on appelle très souvent Safe Harbor 2. On a voulu nous faire passer le truc pour quelque chose de complètement nouveau en le nommant EU-US Privacy Shield. À la fin, c'est à peu près la même chose. Alors ce qu'on peut voir sur ce superbe transparent, c'est une image qui a été pas mal relayée sur les réseaux sociaux. C'est d'un côté, en fait c'est deux mastodontes des données de masse. D'un côté Julian Assange, qui est le rédacteur en chef, fondateur de Wikileaks. Donc Wikileaks, j'imagine que tout le monde connaît, mais le but c'est de lancer des alertes, de dénoncer des comportements abusifs d'entreprises, la plupart du temps sur base de fuites de données massives. Et en face de lui, c'est Mark Zuckerberg, voilà, donc très charismatique, une personnalité sinon adulée, au moins millionnaire. Donc Julian Assange, est quelque peu inquiété par la justice pour ce qu'il fait, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt par la Suisse. Il est menacé d'extradition aux États-Unis, donc il est obligé de se cacher un peu partout. Ce qui est beaucoup moins le cas de Mark Zuckerberg, qui lui se porte plutôt bien. Et même si leur business à tous les deux, c'est de faire voyager des données, il y en a un qui est quand même bien plus embêté que l'autre. Et il n'y a pas pourtant le fonds de commerce de Facebook, c'est de monnayer vos données, ce qui est un peu le cas aussi de Julian Assange. Mais ce qu'on peut voir derrière tout ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est que en fait, les entreprises, elles vont investir dans la protection des données que si ça représente pour elles un enjeu économique.
Vos données, si elles fuitent demain, ça n'a généralement pas énormément d'impact pour elles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions collectives. Les gens, au final, ils ont admis petit à petit que leurs données ne leur appartenaient pas et que les entreprises en faisaient ce qu'elles voulaient. Ce qui n'est pas du tout le cas des entreprises. Les entreprises, si Julian Assange il est à ce point embêté, on va dire, c'est poli, c'est parce que lui, il balance des données qui sont vachement sensibles pour les entreprises. Donc on se rend compte que dans le domaine, il y a un deux poids, deux mesures. Et ce qui dicte le comportement des entreprises, c'est l'enjeu économique, c'est pas du tout une quelconque conscience morale. Voilà. Une conscience morale, tu me dis. Oui, mais conscience morale, faudrait-il encore pour ça que les entreprises aient une morale? Or, André Comte-Sponville, je vous invite à aller découvrir un petit peu le personnage si vous ne le connaissez pas, nous dit au travers d'un livre et le décrit dans une conférence que le capitalisme est amoral. Donc ça ne sert à rien de commencer à dire Facebook est méchant, c'est pas bien ce qu'il faut nous donner. Non, c'est pas que c'est pas bien. Bon, il y a certainement des moments où ils sont un petit peu borderline dans ce qu'ils font, mais quelque part, voilà, est-ce qu'on ne peut pas considérer vos données comme une marchandise, comme un nouvel homme noir? Il y a quelques règlements, et évidemment, il y a des lois à l'intérieur des pays, il y a des règlements européens, comme on a vu, mais il n'y a rien qui leur interdise, plus que ça en tout cas, de faire business de vos données. Alors, en conséquence de ce capitalisme amoral, on peut dire qu'en fait les entreprises elles n'ont pas grand intérêt à investir dans la sécurité de vos données. Elles vont beaucoup plus miser sur leur capacité à acquérir ces informations, à faire ce qu'on appelle du profiling. C'est rigolo. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont investir énormément dans leur capacité à acquérir ces informations. Alors, vous vous rendez bien compte que vous transmettez ces informations quand vous vous inscrivez, je prends l'exemple de Facebook, il est un peu classique, mais il incarne bien ce dont on veut parler. Quand vous êtes sur Facebook, vous inscrivez quelques données quand vous inscrivez, mais par la suite, vous transmettez beaucoup d'autres informations par votre utilisation, par l'utilisation que vous en faites. Quand vous likez un article, vous ne dites pas seulement que vous aimez un article à vos potes, vous dites à Facebook, ce sujet-là il m'intéresse beaucoup. Et de la même manière, Google fait ça avec brio, puisque eux, ils vous permettent d'utiliser tout un set d'outils qui sont gratuits. Donc on utilise Google Slide, on n'est pas bien, mais vous utilisez les boîtes Gmail, donc tous vos mails sont scannés, c'est admis. Vous faites des recherches, toutes vos recherches sont stockées, elles sont liées par votre IP, etc. Ils ont un profil qui est extrêmement complet et qui vous décrit. Et tout ça, évidemment, ça a une valeur qui est monnayable parce que ça peut être vendu à des assureurs, à n'importe qui peut en extraire la valeur. Et ce qu'on peut dire, pourtant, c'est que même si les entreprises ont conscience du risque que représente le fait d'avoir une fuite de données, étant donné que pour elles, l'enjeu économique n'est pas suffisant, il y a une étude d'Ernst & Young qui dit que sur 1600 entreprises qui ont été sondées, il y en a une sur deux qui dit qu'elle est très consciente du risque d'une fuite de données majeure, et il y en a seulement un quart qui dit investir suffisamment dans la protection de ces données-là. Donc voilà, on se rend bien compte que les entreprises, elles s'en foutent pas, mais c'est pas leur préoccupation première. Donc de 2012 à 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montrer que le GIF est super bien trouvé. Il y a eu Prism et beaucoup de fuites de données. Donc Prism, c'est le logiciel de NSA dont tout le monde a entendu parler, qui a été révélé par Edward Snowden, qui a été aussi pas mal inquiété, vous noterez. Et en fait, Prism, qu'est-ce que ça faisait? C'était un moyen pour la NSA de surveiller les données des GAFA, donc de Google, d'Apple, de Facebook, de Yahoo, de Skype, a priori à leur insu. Et donc de surveiller toutes ces données-là, d'agréger des informations. Et on se rend bien compte que ce n'est pas un problème qui concerne simplement les gens, ça concerne aussi les États. Parce que là, on est dans une situation où la NSA a des informations sur les citoyens d'autres pays. Donc c'est vraiment interfrontière. Et donc si aujourd'hui il y a ces directives-là qui sont pondues, ce n'est pas simplement pour vous protéger vous en tant que citoyen, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux qui dépassent les gens. Par exemple, on sait que la NSA, il y a des allégations, ça n'a pas encore été prouvé, mais ils avaient moyen de surveiller les transactions financières en Europe grâce à un piratage du système de messagerie interbancaire SWIFT. Vous connaissez tous probablement. Donc voilà, on se rend compte que les enjeux, ils ne sont pas B2B, pas B2C, ils sont vraiment inter-État. Donc des fuites, vous vous dites, ouais, peut-être des fuites ça ne concerne pas spécialement, en fait ça concerne tout le monde. Il y en a vraiment tous les jours, si vous googlez demain, aujourd'hui même, fuite de données, vous allez voir qu'il y en a une dans ces derniers jours.
Donc ça concerne les petits et aussi les un peu plus grands, un peu moins gentils. Donc pour les petits, notamment, il y a VTech qui a été victime d'un piratage il n'y a pas si longtemps, en 2015, et il y a 200 000 informations d'enfants, on parle d'enfants parce que ça touche les gens, ça les affecte un peu. D'utilisateurs de VTech. D'utilisateurs de VTech, voilà. Peut-être que les parents jugent pas. Non, je juge pas, mais j'aime bien VTech. Toujours est-il qu'il y a les infos des enfants qui ont fuité, leur nom, tout ça. Mais ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'il y a aussi leur adresse, leurs photos, savoir s'ils sont mignons. Et ça concerne aussi les grands, parce qu'il y a Ashley Madison, j'imagine que tout le monde ou personne ne connaît, je ne sais pas, selon si c'est filmé ou pas, c'est filmé, donc personne ne connaît. Et donc Ashley Madison, on en parlera un petit peu plus tard, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a aussi LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un cas intéressant parce qu'ils ont été piratés en 2012, donc il y a une grosse fuite de données. Bon, on n'en a pas beaucoup entendu parler à l'époque, on a entendu parler seulement il y a quelques semaines, là, parce que les pirates qui ont chopé les données, ils les ont vendues. Donc LinkedIn a bien été obligé de reconnaître que leurs données allaient peut-être un peu fuiter. Donc avec les passwords, etc., vous avez dû recevoir un mail pour vous inviter à changer de mot de passe. Donc c'est ce que je disais, voilà, tous les jours il y a un piratage, et on a googlé juste avant la présentation, il y a Acer qui a été piraté il n'y a pas longtemps, et il y a eu une grosse fuite de données qui est intéressante parce que toutes les cartes bancaires ont été révélées, les cartes bancaires d'utilisateurs, y compris des données qu'Acer n'avait même pas le droit de stocker. Il y avait le cryptogramme des cartes bancaires, alors qu'ils n'ont pas le droit de stocker ces informations-là. Voilà, donc on se rend compte que les entreprises elles font un peu ce qu'elles veulent. Donc voilà, Ashley Madison, un exemple qui est assez rigolo. Donc c'est une boîte qui, c'est une sorte de mythique pour les gens qui sont mariés. En tout cas pour les rencontres illégitimes. Et Ashley Madison, voilà, ça c'est l'image qu'on peut voir dès qu'on arrive sur leur site. Donc il y a quand même une certaine volonté d'afficher un peu de discrétion, quoi. Et quand il y a la totalité de la base de données, donc quelques millions d'utilisateurs qui se trouvent en circulation, ça les embête un peu, ils font un peu moins les malins. Et là, pour le coup, ça les concerne vraiment parce que parmi les données qui ont fuité, il y a les noms, prénoms, les adresses, donc ça, les gens, c'est pas super grave. Mais il y a un truc qui l'a fait un peu moins vis-à-vis des collègues, c'est qu'il y a aussi les préférences sexuelles des gens qui se baladent dans la nature. En tant qu'individu, c'est sûr, ça peut créer quelques divorces et quelques pensions inversées. Et pour l'entreprise, ça a aussi été un problème là en l'occurrence parce que les gens ont fait une action collective, parce qu'on touchait un petit peu trop à leur intimité. Pour le coup, la vie privée, les données privées, elles sont vraiment privées. Et donc il y avait une action en collectif et ils risquent une amende de 760 millions d'euros. Donc voilà, là on commence à toucher leur portefeuille et ils commencent à se soucier un petit peu de la sécurité des gens. Alors vous vous dites certainement, ouais ça va, ok, au moment je suis bien, VTech, j'ai pas d'enfant. Ashley Madison, je suis pas marié donc ça compte pas. Donc je suis pas concerné. Ben, c'est pas tout à fait sûr. Moi, je pense qu'on l'est tous à des degrés plus ou moins divers, donc avec des impacts plus ou moins forts. Je vous invite à aller faire un tour, c'est assez rigolo sur le site AV. Je l'ai répété hier pourtant, avec une pomme. Ça va faire. Une pomme que vous avez déponné. Pas d'animal. Donc allez faire le test. Pareil, vous retrouverez voilà, sur un compte que vous avez ouvert en 2004, peut-être sur Yahoo, vous postez une photo sur Flickr. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a au moins un résultat qui reviendra, j'en suis certain. Donc ouais, toutes ces fuites de données, ça a quand même une conséquence, c'est que le G29 qui a été créé pour ça, quand même quelques années, donc le G29, il s'est dit, ouais, il y a beaucoup de fuites de données, on va quand même commencer à réfléchir à mettre à jour la réglementation. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ça c'est eux. 3. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis un parricide. Alors au passage, vous remarquerez, je vous le dis tout de suite pour désamorcer les futures éventuelles questions, ne me demandez pas pourquoi en 95 ça s'appelait directive, maintenant ça s'appelle règlement. Avant il y avait 2 slash, maintenant il n'y en a plus qu'un. Bon. Retenez la directive de 95 et le nouveau règlement et ce sera parfait. Donc c'est le G29 lui-même qui a abrogé la directive dont il était issu. Elle est entrée en vigueur tout récemment, le 25 mai. Et elle devra être appliquée dans les États membres au maximum en mai 2018. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va changer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Donc pour ça, on s'est basé sur un... Ouais, mais il est là. De toute façon, vous aurez les slides. On s'est basé sur un poster, en fait, ni plus ni moins, publié par Ethnic, qui était bien fait, avec des dessins de Witberg. Et qui prend 6 use cases qui nous concernent vraiment tous au quotidien et qui nous parlent.
Donc déjà, cette nouvelle directive va protéger un peu plus les mineurs. En tant que parent d'enfants de moins de 16 ans, vous serez dorénavant obligé de donner votre consentement pour l'exploitation des données issues de vos enfants, caractérisant vos enfants. Donc, bon, si ton fils va faire un compte sur HTML5, tu le sauras tout de suite. C'est toi qui devras valider. Ça apporte aussi plus de transparence, plus de visibilité. Donc, on veut vraiment apporter, ça on le verra dans le slide suivant, il y a un article précis là-dessus, demandant une information simple et claire. Donc c'est fini de jargonner sur 17 pages dans les conditions d'utilisation. On veut que tout citoyen puisse comprendre ce qui se passe avec ces données. Ensuite, et si vous ne deviez en retenir qu'un article de tout ce nouveau règlement, qu'un changement apporté par ce nouveau règlement par rapport à la directive de 95, c'est la portabilité. C'est encore un petit peu flou, les formats, tout ça ne sont pas définis, mais l'idée c'est qu'à tout moment, je vais pouvoir venir voir une institution, un web commerçant avec lequel je suis en relation. Prenons l'exemple d'un telco par exemple. Je veux changer d'abonnement, je dois pouvoir aller voir le telco A duquel je viens en disant je veux que tu me fournisses l'ensemble des données que tu as sur moi. Donc est-ce que ça va être des JSON, des XML, des choses comme ça, là il y a encore du boulot. Et ça, avec ce paquet-là, je vais aller voir le telco B pour recréer directement mon abonnement chez lui, sans avoir à redonner mon adresse, mon état civil, ma carte d'identité, mes différents numéros. Donc la portabilité des données, très importante. Ça va améliorer déjà la visibilité parce qu'à tout moment, vous serez même simplement par curiosité capable de savoir ce qu'une entreprise sait sur vous, mais aussi ça va améliorer certainement la concurrence en nous permettant de changer aisément de service. Alors, pour les boîtes qui ne respecteront pas tout ça, la portabilité, pour l'instant, on est sur, là c'est pareil, le délai, je précise juste ça, le délai dans lequel la boîte devra répondre à votre demande, pour l'instant il est à 10 jours, mais c'est encore un peu flottant. La boîte qui ne répondra pas à tout ça s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial. Donc là, c'est un autre aspect de ce nouveau règlement. Les sanctions sont définies directement sous forme d'articles, donc sont clairement exprimées et sont plutôt décourageantes. Le droit à l'oubli ensuite. Bon, alors vous allez me dire, oui, on sait qu'on peut quand même aller sur Google, on prend Google Takeout, on part avec nos données. Oui, mais enfin bon, pour le moment, Google le fait parce qu'ils sont gentils, mais il n'y a rien encore dans la loi qui les y oblige fortement. Si ce n'est le règlement européen issu de la loi de 78, mais tout ça, c'est un peu flou, c'était pas clair. Ça l'est maintenant avec le nouveau règlement. Et enfin, dernier point, un guichet unique. Donc, vous, ressortissants belges, luxembourgeois, français, vous avez un litige avec Facebook ou avec un web commerçant qui se trouve à Singapour. Votre point de contact pour la résolution de ce litige-là, ce sera l'autorité en charge de l'informatique et liberté dans votre pays. En l'occurrence, la CNIL pour la France ou le CNPD pour le Luxembourg. Vous n'aurez pas à aller directement dans le pays hébergeant votre interlocuteur. Donc, voilà, ça c'est les articles qui se cachent derrière les use cases qu'on vient de voir précédemment. Je ne vais pas tous les reprendre, il y en a 3 par contre qui ne sont pas directement expliqués par les 5 du slide précédent. C'est tout d'abord le premier listé ici, l'article 3, qui nous dit cette fois-ci que le règlement s'applique à toute entreprise située en UE ou proposant des biens ou services aux ressortissants de l'UE. Les safe harbor, les trucs, les machins, si tu mets un petit peu plus de sécurité que moi ou autant, on va dire, allez, c'est bon, tu peux passer, non, ça c'est terminé. Vous venez en Europe, vous opérez sur des données appartenant issues de ressortissants européens, vous vous conformez à ce règlement. Terminé. Ensuite, je passe directement à l'article 21, les autres on a déjà parlé. C'est la limitation claire au recours au profilage. Quand on vous a parlé de la loi informatique et liberté 1978, on a parlé de consentement et on a parlé d'avoir un accès à ces données.
accès en lecture, éventuellement en modification. À l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. On ne parlait pas de big data, on ne parlait pas de machine learning. Donc on avait des silos, voilà, on avait 3, 4, 5 informations dans chacun des fichiers concernant une personne. Bon, fallait vraiment en vouloir pour commencer à croiser tout ça et à vouloir creuser du coup par là dans la vie privée de la personne. Donc, ce nouveau règlement s'adapte à ces évolutions technologiques en définissant des recours précis au profilage. Et enfin, les articles 33 et 34, et là je vous renvoie à l'exemple donné par Nicolas sur LinkedIn tout à l'heure, qui s'est fait hacker en 2012 et qui en a informé ses utilisateurs que très récemment. C'est terminé. Vous êtes hacké, vous êtes obligé d'en informer directement vos utilisateurs, sinon on va voir LinkedIn et on leur demande 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Ça va peut-être changer de vie. Alors, passons maintenant sur la mise en œuvre. Ça, concrètement, qu'est-ce qui va... Comment ça se passe? Alors vous, en tant que consultant, vous êtes amené à spécifier, ou pas spécifier, non, à implémenter des systèmes. Et généralement, le client, il est là en train de vous dire, bon, faites un formulaire d'enrôlement, demande-lui cette information, ça peut toujours servir. Donc vous êtes là, je sais pas, vas-y, demande-lui la race de son chien, peut-être qu'un jour on vendra des croquettes. Vous êtes dans une banque, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Et le truc, c'est que ça doit terminer avec ce nouveau règlement. Ça va plus du tout se passer comme ça doit changer. Donc ça vous impacte directement. Et s'il y a des nouveaux concepts qui sont introduits, c'est privacy by design et by default. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la conception d'un système, on doit prendre en considération le fait qu'on doit protéger la vie privée des gens et protéger ces données. Et donc, pour ça, on doit en demander le moins possible. On doit prendre les informations, la collecte d'informations ne doit concerner que les informations qui sont strictement nécessaires au fonctionnement d'un système. Donc ça peut très bien passer par le fait de ne pas avoir le droit de demander le nom et le prénom simplement. On peut passer par une pseudonymisation, c'est pas évident à dire, je ne vais pas le redire, des données des gens. Non, je vous passe. Les gens ils vont avoir un pseudonyme. Ah, d'accord. Donc voilà, donc la privacy by design et by default. Et ça veut dire que ouais, voilà, par défaut, on ne prendra pas les informations dont on n'a pas besoin. Et donc pour ça, les entreprises doivent justifier qu'elles ont une fonctionnalité qui nécessite ces informations-là. Le problème, on peut déjà souligner que voilà, il y a une limite qui est atteinte déjà par cette réglementation, c'est que par exemple quand j'utilise Netflix, Netflix il va enregistrer ce que je regarde, donc il va avoir des informations sur moi, il va avoir des informations sur ce que j'aime bien voir. Mais c'est une fonctionnalité quelque part parce que ça lui permet de faire de la prédiction, ça veut dire que demain il va me dire bah, regarde cette série, elle est tout à fait faite pour toi. Et donc là on touche à une limite, on ne sait pas exactement où est la frontière entre ce qui va être utile et ce qui va être complètement facultatif comme données. Voilà. Alors pour veiller à la bonne mise en œuvre du règlement et au fait que les systèmes soient privés par défaut et par design, le nouveau règlement définit aussi la création, rend obligatoire la nomination d'un Data Protection Officer au sein de toute institution. Alors là c'est pareil, c'est un petit peu complexe, c'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe, il peut y avoir un Data Protection Officer. La seule chose qu'on vous demande, c'est que le gars soit clairement identifié, clairement nommé, donc c'est vraiment une personne physique cette fois-ci. C'est le single point of contact. La CNIL, la CNPD a des doutes sur la manière dont vous implémentez le nouveau règlement. Ils vont contacter cette personne-là en particulier. Alors, qui dit nouveau règlement dit nouvelle architecture. SI classique, on ne l'aurait pas écrit, hein, il y a des silos, on le sait tous, bien étanches en plus, qui détiennent des informations métiers et souvent des signalétiques de la personne mêlées, et des applications destinées à notre utilisateur derrière, qui tapent dans ces silos et qui ici font un petit peu leur cuisine. Et cette cuisine-là, quand on va devoir... quand le Data Protection Officer va venir vous voir en vous disant est-ce que vous êtes bien Privacy by Design, est-ce que vous êtes bien Privacy by Default, est-ce que vous respectez ce qui a été édité au niveau de l'entreprise pour l'être, vous allez devoir, cette implémentation-là, la réaliser et la maintenir aussi dans les X applications dans lesquelles vous gérez des données personnelles. Vous allez me dire, c'est faisable, c'est jouable. Oui, mais alors attendez, parce que si notre utilisateur, il vient et il fait jouer le fameux article, j'ai plus son numéro, sur la portabilité des données,
qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, hein, on a 10 jours, chef. On va faire des requêtes à droite à gauche. Ouais, ok. Ça risque de passer dans beaucoup de cas. Hein. On va pas commencer à mettre en place des usines à gaz chez le moindre petit web commerçant. Mais dans les plus gros systèmes, ça peut coincer. Donc vous allez me dire, ok, mais comme on fait, c'est 2018, ça arrive vite tout ça. Bon, alors, ça c'est issu d'une réflexion personnelle. Hein, ça peut être challenging, on en discutera à la fin de la présentation si vous le souhaitez. Nous, ce qu'on voit, notre vision, notre interprétation de tout ça au travers de notre expérience, ça consisterait à utiliser les silos directement, utiliser les silos par nos différentes applications uniquement pour les données vraiment métiers, et pour tout ce qui est par contre données personnelles, mettre en place un proxy, appelons-le comme ça, un proxy données personnelles au-dessus de ces différents middleware, de ces différentes bases de données, qui lui se chargerait d'implémenter et de faire évoluer, et donc de rendre la société complètement compliant vis-à-vis du nouveau règlement. Charge après à mes différentes applications de venir consommer, quand elles dealent avec de la donnée personnelle, de venir consommer ces données directement auprès de ce proxy et plus silo par silo. Et par là, on règle aussi, on espère régler le problème de la portabilité des données. Donc, autre nouvelle fonctionnalité de ce proxy données personnelles, ce serait sa capacité à, sur simple demande, fournir un snapshot instantané de ce que les personnes, des données que vous détenez sur une personne, sur un nouveau client par exemple. Voilà. Alors, après vous allez me dire, oui, mais bon, on reste quand même un intérieur d'entreprise, et ça c'est pas très à la mode du coup, puisque elles sont où les fintech, l'ubérisation et tout ça. Nous on veut faire de la donnée personnelle as a service, des choses comme ça, un truc un peu donner du buzzword. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, encore une fois, c'est que ce proxy données personnelles, bon, c'est quelque chose qui va quand même être relativement lourd à mettre en œuvre. Ça va demander une certaine expertise aussi pour aller qualifier les données, pour aller définir les masters, etc. Déléguons ça à la nouvelle startup qui nous propose un proxy données personnelles as a service, et venons simplement connecter nos silos de données à ce proxy, et ensuite chargeons nos applications A et applications B de venir consommer les données personnelles après qu'elles aient été agrégées par le proxy. L'utilisateur, notre client qui veut récupérer ces données, s'adresserait à ce moment-là, dès lors, à ce proxy. C'est lui qui en aurait la responsabilité, qui se porterait garant de lui fournir un état, un snapshot des données qu'on a sur lui. Et on peut à ce moment-là aller jusqu'à imaginer des use cases où l'utilisateur deviendrait complètement maître de ces données. Donc à tout moment ici, il pourrait les mettre à jour. Il pourrait se dire, ah oui, mais My Company, là, mon nom, vous avez fait une faute de frappe, je le mets à jour ici, rétroaction ici. Ou alors, tiens, je vais uploader ici dans un coffre-fort électronique qui ferait partie de ce proxy, je vais uploader ma carte d'identité pour une utilisation probable, future, par My Company. Alors, qui dit nouveau règlement dit beaucoup de critiques, de discussions. Alors, parmi celles-ci, ce qu'on a souvent vu, entendu, c'est que les États font pas mal la tête, pour ne pas dire autre chose, concernant le calendrier, parce que mi-2018, l'air de rien, ça va venir très vite. Très honnêtement, le sujet, pour y avoir passé quelques heures ces derniers temps, n'est pas beaucoup sur les radars à l'heure actuelle. Alors bon, pas sur les nôtres, hein, dans tous les cas, mais c'est pas un sujet qui semble passionner les fous. Donc voilà, attention, restons vigilants, il risque d'y avoir des gens qui vont être surpris par ce calendrier. Ensuite, un autre aspect, un autre frein, on va dire, à tout ça va être plutôt culturel. C'est-à-dire que là, on va quand même demander à des entreprises dont nous ne nous cachons pas le secret, la possession des données était quand même le cœur du métier, d'aller s'ouvrir à leurs utilisateurs, s'ouvrir à peut-être d'autres services.
Enfin, troisième point qu'on peut noter, c'est la complexité du nouveau règlement. On a énormément d'interactions entre le droit et la technique, et tout ça, ça va demander à mettre en place des équipes difficultés après. Alors il y a une autre limite au modèle qu'on peut souligner, donc on peut monter avec beaucoup de malice par un serpent qui se mord la queue, c'est qu'on va de... J'avais pas... Non mais c'est pour ça que je te le suis. En fait, on va demander aux entreprises d'exposer les données des utilisateurs et d'en acquérir de moins en moins. Et on se dit, bon bah voilà, si elles ne le font pas, on va les sanctionner, on va leur faire payer, on va taper sur le portefeuille. Le problème, c'est que ces entreprises-là, beaucoup de ces entreprises se rémunèrent sur ces données qu'elles sont capables d'acquérir. Donc on va leur infliger une sanction certes, mais on va en plus de ça les priver d'une partie de leurs revenus. Et ces revenus-là, elles ne pourront pas s'en passer. Donc est-ce qu'on va demander aux utilisateurs de payer? Est-ce que vous êtes prêts à payer pour utiliser Facebook? Moi je ne le suis pas en tout cas. Donc voilà, c'est une question qu'on peut légitimement soulever. Comment combler le vide créé par la directive en termes financiers? Et il y a une autre inquiétude qui est légitime et qui a déjà été relevée par le G29, donc qui surveille toujours la nouvelle directive, et qui est la création de régimes dérogatoires, donc d'exceptions. On pourrait appeler ça du lobbying. Mais en gros, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des entreprises qui vont être capables de filouter un peu tout ça et de passer outre cette réglementation, en tout cas dans une certaine mesure, alors que c'est déjà pour ça qu'on avait abrogé ces farbours la première fois. Donc est-ce qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers? C'est une question légitime. Il n'y a pas de raison que, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de raison qu'un autre safe harbor arrive dans 5 ans. Ça, en fait. Safe harbor est arrivé en 2000, 5 ans après la première directive. Voilà. À surveiller. Alors, quelques concepts et initiatives parallèles. Vous êtes certainement en train de vous dire, oh là, il a fallu attendre que l'Europe se penche, il faut toujours attendre ces cycles, que l'Europe se penche sur les données, afin de me remettre de redonner du pouvoir par rapport à elle. Mais pas du tout, parce que déjà dès 2006, aux États-Unis, on a vu apparaître le concept de Vendor Relationship Management, qui est, pour l'expliquer rapidement, le pendant du CRM, du Customer Relationship Management, donc là où les entreprises gèrent les données marketing commercial qu'elles possèdent sur vous, mais pour l'utilisateur. Donc on inverse complètement le pattern, c'est moi, utilisateur, je détiens mes données et je vais les distribuer au compte-gouttes, et c'est moi qui vais piloter ce que chaque entreprise sait sur moi. Donc 2006 quand même, le concept. Suite à ça, on a commencé à sentir un vrai changement dans l'attitude des utilisateurs. Ils ont compris qu'ils avaient maintenant du pouvoir. On peut clairement venir challenger une boîte, on peut lui dire ça je te donne pas, ça je te donne parce que j'ai vraiment besoin que tu le saches pour me faire une offre. Et on a commencé à parler de Customer Empowerment dès 2010. Dans la même, aussi tout début des années 2010, deux projets. Le premier, tout d'abord, c'est My Data au UK, qui visait à rendre les données personnelles aux utilisateurs. Donc il y a plein de gros acteurs dans tous les domaines du business qui se sont mis autour de la table et qui ont dit ok, nous on joue le jeu, on va redonner utilisateur par utilisateur ce qu'on sait sur lui, on va mettre tout ça dans un repository et on va voir les usages qui vont en découler. Sur le projet Mes Infos, par exemple, donc 2012, il y a eu 18 propositions de projets qui se sont concrétisées ou pas, ou qui sont en train de se concrétiser en start-up, autour de le retour des données à la personne. Et donc là, on peut le dire, on parlait beaucoup ces derniers temps de quantified self, donc de données qui concernaient directement notre santé, mais je pense que Eric nous en parlera cet après-midi. Ici, on parle vraiment de self-data, c'est toutes les données de toutes les données de notre vie, principalement de notre vie de consommateur d'ailleurs. Donc, c'est le quoi, on a le pourquoi avec le Customer Empowerment, on redonne du pouvoir aux utilisateurs, et comment on le fait grâce à des VRM. Et là, on se rend compte qu'on a un match finalement. Il y avait tout ça, il y a tous ces petits projets qui vivotaient quand même. On n'entendait pas trop parler, mais grâce au nouveau règlement et au retour à la portabilité des données, on peut estimer qu'il va y avoir des choses qui vont s'accélérer dans ces domaines précis.
Donc, vous l'aurez compris, cette directive elle va avoir beaucoup d'impact pour les entreprises, donc beaucoup de choses à mettre en œuvre d'ici 2018, donc dans un délai assez court. Et donc le marché est estimé, on a dit 3 chiffres, un seul en fait, est estimé à 120 milliards d'euros d'ici 2020, fin 2020. Donc il y a quand même des sous, en tant que consultant, on va forcément avoir à travailler à un moment donné là-dessus, c'est très probable. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous en tant que personne, mais aussi en tant que consultant. Donc voilà, on a parlé d'une directive, c'est pas forcément le truc le plus emballant, on a essayé de mettre un peu des formes. Je sais pas si on a réussi, mais on a essayé. Mais tout ça pour dire que ça vous concernera tous d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Et si vous ne le pensez pas, au moins cette presse vous aura fait comprendre que si vos données ne vous intéressent pas, elles intéressent d'autres. Voilà, on a terminé. On a terminé.